Bonjour les gens, aujourd'hui laissez-vous emporter par le récit d'Isabelle Sailly aux éditions Edilivre, La marée qui t'emporte. Ceux qui s'en vont viennent parfois me voir, la nuit, le jour. Ils arrivent sans crier gare et entrent sans frapper, flinguent mon sommeil et fusillent mes rêves. Est-ce parce que ce sont des proches ou des proches de proches qu'ils se permettent de squatter mon subconscient et de transformer ce qui aurait pu être une journée tranquille en inquiétude? Je ne sais pas. C'est parfois juste un flash. Une personne me délivre un message et s'en va. Ou alors un film projeté dans ma tête qui se répète et se répète encore, inlassablement jusqu'à la dernière séance, celle où s'inscrit en grosses lettres le mot « fin ». Tout avait commencé une nuit. J'avais 18 ans. Du moins, c'est le premier événement de ce genre dont je me rappelle qui m'avait effrayée, troublée, mais que je n'avais pas réussi à classer dans la catégorie cauchemar. J'avais toujours été persuadée qu'un jour je verrais un fantôme. Bien sûr, n'ayant d'autres références que les films vus au cinéma et à la télé de l'époque, je les imaginais des taches blafardes, informes, flottant au ras du sol, et même parfois plus haut, effrayant les gens par leurs apparitions intempestives, leurs manifestations originales, à la limite du burlesque, déplaçant des objets, faisant chuchoter ou saigner les murs, ou encore lançant leur légendaire « bouh !» destiné, paraît-il, à vous glacer le sang. Oh, la trouille! Parfois, je me disais même que la télékinésie était un gros gag orchestré par nos amis de l'au-delà, s'entraînant à agir sur la matière maintenant qu'ils étaient réduits à l'état d'énergie. Qui sait? Esprit, es-tu là? Le mien ou le tien? Je n'avais pas plus peur d'eux, en tout cas, que des vivants. Je n'étais pas angoissée à l'idée d'en rencontrer un au détour d'un couloir ou d'un chemin. L'idée m'amusait plutôt. Après tout, qu'est-ce qu'un fantôme? Je m'étais mise alors à étudier le sujet, essayant de trouver une raison logique à ce genre de choses qui effrayait tant de monde. Surtout que si beaucoup ont peur des revenants, bien d'autres sont sûrs qu'ils n'existent pas, un peu comme pour les dieux dans chaque religion. Définition du dictionnaire. Un fantôme est une apparition, une vision ou une illusion, interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Et si c'était un reste d'énergie de l'un de nos parents ou amis? Mais dans ce cas, pourquoi chercherait-il à nous effrayer? À moins que ça ne soit là tout ce qu'il ait trouvé pour attirer notre attention ou se venger de ce que l'on pourrait lui avoir fait subir de son vivant. Soyons sympas avec notre entourage, on ne sait jamais. Bien sûr, il y a aussi des bandits, des assassins partis pour un monde que l'on dit meilleur sans jamais y avoir mis les pieds. Mais la probabilité qu'ils veuillent nous faire du mal n'est-elle pas la même que parmi les vivants? Et dans ce cas, pourquoi les craindre davantage? D'autant qu'ils n'ont pas forcément accès aux mêmes armes ni aux mêmes capacités étant donné leur immatérialité. Bon, d'accord, c'est vrai qu'un bout bien envoyé peut parfois se révéler mortel. Donc ce fameux soir, je m'étais endormie de bonne heure. Après une longue journée dans mon lycée douaisien, à me battre avec les maths, le sport et la philo. J'avais besoin de récupérer. Soudain, je me vis en rêve traverser une forêt sombre et interminable. C'était comme si j'y étais réellement. Le brouillard des films d'angoisse était là, bien entendu. J'étais seule et je marchais lentement entre les grands arbres et les fourrés, en chemise de nuit, quoi de plus normal, sans même me demander ce que je faisais là, quand tout à coup, au détour d'un chemin, un homme émergeant de la brume me posa la question. « Mais qu'est-ce que tu fais ici dans cette tenue, et en pleine nuit? T'es carrément pas bien, avec tout ce qu'on entend aux infos ?» « Il faut que j'aille voir mon oncle dans les Pyrénées, » répondis-je. « Il y a trop longtemps que je ne lui ai pas parlé. » À ce moment, le moi de ma vision se frappa la tête en s'écriant. « Ah, c'est vrai, je n'ai plus d'oncle, » et rebroussa chemin. Le lendemain matin, je parlais de ce rêve étrange à ma mère, de ma sensation de malaise rien qu'en y pensant. Sa réponse fut cartésienne. Il semblerait que nous faisons parfois des cauchemars quand nous mangeons trop le soir parce que la digestion perturbe notre sommeil, et qu'il peut même arriver que l'on ait la sensation affolante de tomber brusquement dans le vide.
Je n'étais pas convaincue du tout, mais on en resta là. Nous étions samedi. Pas de cours ni d'horaire à respecter, sinon ceux des repas, nous réunissant tous autour de la grande table en chêne. Presque la liberté. Juste les devoirs à faire au plus vite pour profiter au maximum du reste du week-end à se reposer et se distraire. Vélo, musique, escrime. Que demande le peuple? Nous n'avions pas le téléphone à la maison. Ce n'était pas encore très courant à l'époque. Si on voulait appeler quelqu'un, on se rendait au bureau de poste dans le centre du village. Dans l'après-midi, une voisine vint chercher ma mère. Elle s'était fait installer une ligne téléphonique quelque temps auparavant et venait de recevoir un appel de ma grand-mère qui souhaitait lui parler au plus vite. C'est ainsi que ça se passait à la campagne. Celui qui possédait un téléphone en faisait profiter ses voisins, ce qui était pratique en cas d'urgence. Maman partit donc avec elle et revint quelques minutes plus tard en pleurs. Son frère était décédé au cours de la nuit. D'accord, il avait toujours eu des problèmes de santé. Mais pourquoi avais-je eu ce sentiment qu'il n'était plus, et pourquoi justement cette nuit-là? Ensuite, ces vues pas très drôles d'un futur possible s'imposèrent à nouveau à moi. Soit en rêve, soit la personne qui s'en allait apparaissait devant moi, où que je sois et à n'importe quel moment de la journée, et me prévenait de son départ imminent ou effectif, me révélant ses peurs, son incompréhension, et même parfois son bien-être, sa délivrance. Mon parrain, par exemple, m'apparut clairement des années plus tard, dans le chœur de l'église où nous assistions à la préparation de la communion de ma fille, et m'annonça qu'il avait retrouvé ma tante et qu'il était bien. Ce jour-là, rentrant de la messe, un appel de ma cousine me confirma hélas ce que j'avais vu un peu plus tôt. J'ai longtemps craint de rêver, de m'endormir, et quand une de ces visions venait me hanter, je me réveillais en sursaut et attendais avec anxiété le jour qui arrivait et risquait de nous annoncer la disparition de l'un des nôtres. Las de ces frayeurs, je décidai de les affronter, voire de les dompter. Je me mis à lire sur le sujet des livres écrits de préférence par des scientifiques, des médecins, bref des personnes réputées sérieuses, pour essayer d'apprendre à décrypter et contrôler ces prémonitions. Après tout, elles font partie de ce que je suis, et les rejeter ne serait-ce pas abandonner une part de moi-même? Il y a quelques années, la mode étant au recyclage, je décidai de m'y mettre, en commençant par moi. Je m'étais donc inscrite tout d'abord à une école de scénario, puis à des ateliers d'écriture. Les cours avaient lieu le soir, après le boulot. J'espérais ainsi pouvoir changer de métier et réaliser un vieux rêve, devenir écrivain et scénariste. Raconter des histoires, tout le monde peut le faire, mais je voulais franchir le pas, apprendre à les coucher sur le papier de telle façon que d'autres que moi aient envie de les lire. Ah, voir l'un de mes livres dans une librairie, trônant parmi de grands auteurs, regarder les gens le feuilleter, en lire le résumé au dos de la couverture, et puis se diriger vers la caisse pour se l'approprier. Quel pied! Après l'atelier, nous restions souvent discutés sur le trottoir devant le local, et nous nous racontions nos histoires drôles, tristes ou bizarres, la vie quoi. Chacun y allait bon train pour proposer sa médecine miracle, car nous aurions refait le monde si nous l'avions pu. À défaut, nous nous contentions d'en inventer d'autres, meilleurs ou pires, pleins de bons et mauvais sentiments, des mondes à rire ou à pleurer. Mes récits de revenants, ou plutôt de partants, ne les choquaient pas. Bien au contraire, ils les intriguaient, les amusaient, et c'est sur les conseils insistants de Janine, l'une des nôtres, que je me suis mise à écrire ces visites au jour le jour, ou au jour la nuit. Bref, quand elles se présentaient. Le but était non seulement d'écrire des histoires sortant de l'ordinaire, mais aussi de voir où cela menait. Simple hallucination ou introduction à la réalité? La mort serait-elle au bout du chemin? Hélas, il ne se passa pas longtemps avant que quelqu'un ne se manifeste. Chapitre 1. Dimanche soir, bientôt la fin du week-end tranquille. Après 2 semaines très chargées au travail et sans un seul petit jour de repos, une pause est la bienvenue, même si le ménage et le linge en ont profité pour s'entasser. La journée s'est vite écoulée, entre la machine à laver et le balai. Chaque chose ayant retrouvé sa place, un sentiment de satisfaction m'envahit. Et maintenant, un peu de repos bien mérité. Mise en route d'un DVD, installation sur les oreillers moelleux, et j'ai dû m'endormir. Soudain,
je me retrouve à l'enterrement de Madame Robin. Elle, c'est la mère de l'un de mes amis, Jean, qui avait également été l'un de mes collègues quelques années auparavant. C'est très bizarre. C'est comme si j'y étais vraiment. Je sens même un vent léger soulever mes fins cheveux châtains et me caresser délicatement la nuque. Le froid m'envahit malgré mon manteau de cuir noir. Mais où est passé mon pyjama? Pourquoi suis-je à ce point certaine que ce sont bien ces funérailles? Aucune idée, je le sais, c'est tout. Je suis dans le cimetière, dans l'une des allées de gravier gris bordées de tombes fleuries. J'ai l'impression que mon cœur a accéléré son tempo. Je regarde autour de moi, espérant reconnaître le lieu, mais en vain. Des tombes, des fleurs naturelles et artificielles, des monuments. Comme dans tous les cimetières, mais l'endroit ne me dit rien. Je pense n'être jamais venu ici pour accompagner un parent ou un ami dans son dernier emménagement. De là où je suis, je ne peux voir la rue à cause des hauts murs d'enceinte de briques rouges et la grille est trop éloignée pour espérer apercevoir quoi que ce soit. Dans le cimetière, par contre, un peu plus loin, un groupe semble attendre quelque chose ou quelqu'un. Je marche dans le sentier, curieuse, me dirigeant vers lui. Le gravier crisse sous mes pas, mais personne ne tourne la tête pour voir qui arrive. Des hommes et des femmes presque tous de noir vêtus pleurent. Des gens au regard triste se retiennent d'en faire autant, et d'autres encore les regardent, le visage grave, partageant leur peine. J'évolue entre eux, les regardant tour à tour pour m'assurer que je suis bien aux obsèques auxquelles je pense. Mais je vois Jean-Paul, le père de Jean. Il y a aussi Franck et David, ses amis musiciens comme lui, et ses neveux et nièces. Tiens, voilà sa sœur, dont le maquillage a coulé laissant des traînées noires sur ses joues humides. Il vaut mieux ne pas se maquiller quand on sait qu'on va pleurer. Ah, ceux-là, je ne les connais pas. Ceux-ci, par contre, leurs visages me disent vaguement quelque chose, mais je ne me souviens pas où j'ai bien pu les rencontrer. Tous paraissent ne pas faire attention à moi, tout occupés qu'ils sont avec leur chagrin. Si je pouvais, je leur demanderais bien le chemin de mon lit. Mais j'ai l'air d'être autant là qu'un fantôme qui attend de voir ce qui va arriver dans la dimension parallèle qu'est la leur. Alors je continue d'avancer, lentement, et j'arrive devant la tombe ouverte, mais je ne vois pas de cercueil. Il n'est peut-être pas tout à fait l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de corbillard alentour. Jean est là, au bord du trou béant bordé de 2 amas de terre attendant l'enfouissement. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Son regard semble traverser le caveau pour aller se perdre dans les entrailles de la terre. J'aurais aimé lui dire combien je suis désolée pour sa maman, mais je n'ai pas reçu de faire-part, juste un voyage gratuit pour ici. Je pose la main sur son bras et tressaille. Il n'a pas de consistance. Malgré tout, mon ami se retourne très lentement, comme s'il avait conscience d'une présence. Il a les traits tirés de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis bien longtemps et ses yeux noisettes paraissent éteints. J'ai la sensation dérangeante d'être quelqu'un qui n'a rien à faire dans cette histoire. La personne de trop, le poisson hors du bocal, comme on dit au cinéma. Arrêt sur image. Je sens la main de Madame Robin se poser sur mon épaule et là, retour en fanfare chez les éveillés, le cœur jouant prestissimo. Regard à droite, regard à gauche. Ouf, je suis de retour dans ma chambre, à l'abri. Plus question de dormir maintenant. J'avoue ne pas être très rassurée. Le miroir de l'armoire me confirme que je suis bien là, l'air complètement ahuri. Même pour Halloween, ça ne m'était jamais arrivé de passer la nuit dans un cimetière. Chapitre 2. Y a pas à dire, quand faut y aller, faut y aller. 9h, je suis au boulot. Hop, ordi opérationnel. Quelle chance, des fois il refuse de démarrer. Personne à l'horizon? Non. Tant mieux. Je vais en profiter pour faire un petit tour sur le réseau social. Voir si par le plus grand des hasards, Jean est connecté et essayer de discuter avec lui, histoire de me rassurer un peu. C'est comme ça maintenant. Les gens ne se rencontrent plus pour bavarder autour d'un verre, chez eux ou dans un bistrot. Ils se connectent. Ils se disent bonjour mais ne s'embrassent plus, se voient en photo mais plus en face. Oubliez la main d'un ami qui se pose sur la leur dans les orages de la vie.
oublier les voix puisqu'ils ne les entendent plus. Ils se parlent au travers de vitres, comme les grands malades des hôpitaux. Dommage, c'est beaucoup moins sympa, les relations par écran interposées. Ah, le petit point vert près de sa photo de profil m'indique qu'il est là. Moi, bonjour. Jean, bonjour. Moi, comment vas-tu depuis tout ce temps? Jean, pas grand-chose. Je lis parfois tes états d'âme sur le réseau. Ça me fait bien rire. Au fait, ta patronne, elle déconne ou quoi? Elle m'a appelé 2 fois l'autre soir. Je n'ai pas répondu. Je m'en fous de ce qu'elle me veut. Elle a oublié qu'elle m'a viré. Moi, aucun amour-propre. Rien ne l'arrête. Et toi, comment tu t'en sors dans ton boulot? Sinon ça va bien? J'espérais ainsi l'amener à me parler de lui, de tout et de rien comme on le faisait souvent au téléphone. J'aurais pu peut-être me faire une idée d'un éventuel rapport entre mes rêves et la vraie vie, ou plus exactement être rassurée sur l'état de santé de sa mère, très sympathique, avec qui j'avais discuté quelque temps auparavant lors d'une pièce de théâtre dans laquelle il jouait. Raté. Il me répond tout à fait à côté, embrayant sur un sujet sans grand intérêt, à part celui d'en parler pour se libérer d'un mal-être. Le boulot d'où il a été jeté et que je suis encore. C'est un domaine très sensible. Les démons ne sont toujours pas exorcisés. Je dois en plus décoder parce que j'ai l'impression qu'il ne voit pas très bien les touches du clavier, mettant des lettres à la place d'autres. Après cette petite discussion qui ne m'a pas beaucoup avancé, ni tranquillisé d'ailleurs, retour à un travail plus sérieux. Il faut bien justifier son salaire. Et un devis. 1. Envoyer, c'est peser. Au suivant. Et allez, encore 3 contrats. 2 dossiers à remplir, et il est enfin l'heure de partir. La journée m'a semblé interminable. Toutes ces heures passées à essayer de remplir de la paperasse tout en ayant l'esprit complètement ailleurs. C'est un exercice des plus difficiles, surtout après une nuit agitée. La plupart du temps, en regagnant mon domicile, je passe devant chez les parents de mon ami. Je perds un peu de temps à cause des feux tricolores, mais j'évite ainsi un dangereux rond-point, toujours très encombré aux heures de pointe, et gagne aussi quelques kilomètres par rapport à l'itinéraire via la rocade. Un sou, c'est un sou. Il n'y a pas de petites économies. Pas d'efforts inutiles non plus, tenant compte des 56 km séparant mon domicile et mon lieu de travail, et étant donné que ma vieille Clio grise ne tolère que 25 litres de gazole dans son réservoir, sous peine de vomir par le bouchon de cul situé sous le siège arrière. De quoi avoir le feu aux fesses. Je ne fais que 3 allers-retours, maison-boulot, entre chaque visite à la pompe. Inutile d'en rajouter. Arrivé dans leur rue, la voiture de Jean est là, garée devant la porte. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, car il lui arrive souvent, lorsqu'il est seul, de venir dîner chez eux. Arrivé à la maison, j'ai pris soin de manger léger, des fois que maman n'ait raison sur sa théorie de la mauvaise digestion nocturne. J'ai aussi regardé un film comique qui, malgré tous les efforts du réalisateur, n'a pas réussi à me dérider. Pas cette fois en tout cas. Puis je me suis préparé une bonne tisane en espérant passer une nuit paisible, comme le promettait l'emballage. Je m'assieds dans mon lit, remontant au maximum la couette chaude et douillette à souhait et commence à lire le dernier des Indomptés que m'avait offert Dominique Zey, son auteur. Fatigué, je ferme les yeux. Et vlan! Cimetière, me revoilà. Toujours en visiteuse, mais toujours ignorante de quel cimetière il s'agit et de la façon dont j'y atterris. Peut-être que mon cerveau vit sa propre vie la nuit et qu'il projette mon corps astral là où il le décide, l'effronter. Zut! Il pourrait plutôt m'envoyer sur une plage de sable chaud, inondée de soleil et remplie de superbes mecs en slip de bain, un cocktail à la main. Ce serait bien plus excitant. Toujours est-il que, pour la 2e fois, je déambule parmi les deuillants, et apparemment toujours aussi invisible que la nuit dernière. Mais c'est quoi ces rêves à la noire? Je pose mon séant sur une tombe. Ça ne se fait pas normalement, je le sais bien. Mais là, rien n'est normal, et il faut que j'essaye de réfléchir. J'ai froid aux fesses, assise là-dessus. J'observe les personnes présentes. Ce sont les mêmes que la veille. Enfin, la veille pour moi. Mais qu'est-ce que je fous ici? J'essaie de me concentrer sur la plage. Les beaux mâles presque entièrement nus, offrant leur torse au soleil et au regard des femmes. La séduction, quoi. Mais je n'y arrive pas. Mon esprit doit être branché uniquement sur ces obsèques anticipées. Des tombes, des croix, des gens qui pleurent.
Charmant rendez-vous nocturne. Intriguée, je me relève et vais vers le caveau. Puisque je suis ici, autant aller vérifier si le cercueil est arrivé. Je me penche au-dessus du trou. Il est toujours vide. Suis-je en avance, ainsi que Jean et les autres? Peut-être que l'heure de Madame Robin n'a pas encore sonné. L'image se fige de nouveau, et cette fois j'entends. Si, c'est bien pour moi, Sonia. J'arrive bientôt. Mes tempes viennent d'entamer un vibrato endiablé dans mon réveil en sursaut. La mère de Jean essaie-t-elle vraiment de me prévenir de son décès dans un proche avenir? Ai-je perdu le contrôle de mon cerveau qui écrirait en rêve la trame d'un roman? Plutôt glauque ces songes. Nerveuse, je n'ose pas essayer de me rendormir. De toute façon, il est déjà 5h30 et dans 1 heure, le réveil va sonner. Alors je me redresse sur mon lit et je repense à ce que m'avait dit Janine. Je saisis le bloc de papier et un stylo posé sur le chevet. Et avant que tout ne s'estompe, j'écris ce qui vient de se passer, ainsi que mon cauchemar de la nuit précédente. Juste au cas où. Pour connaître la suite, je vous invite à vous rapprocher des éditions et des livres afin de vous le procurer. Tous les liens sont en description, ainsi que le lien sur la chronique de mon blog. Et moi je vous dis à bientôt!